Nicole Denis Crichel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des orthophonistes. Les 10, qu'est-ce que c'est? Alors, les 10, ce sont des troubles spécifiques. C'est vrai qu'on parle de dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Donc, ce sont des troubles spécifiques dont l'origine est actuellement reconnue comme développementale, affectant un ou plusieurs apprentissages, donc le langage écrit, par exemple, la lecture plus spécifiquement, et il s'agit alors de dyslexie, ou de l'orthographe, il s'agit de dysorthographie. Les compétences arithmétiques ou le raisonnement logico-mathématique, et on parle alors de dyscalculie, et les aptitudes de planification, de préprogrammation, et on parle alors de dyspraxie ou de dysgraphie. Alors demain se tient la journée nationale des 10, c'est l'occasion de faire connaître ces troubles? Je crois que c'est l'occasion de les faire connaître encore davantage. Les orthophonistes connaissent ces troubles et accompagnent les patients et leurs parents depuis les années 80, voire les années 70. Mais c'est en 2000 qu'ont été beaucoup plus reconnus ces troubles, parce qu'il y a eu effectivement reconnaissance par le monde de la santé et le monde de l'enseignement de tous ces troubles. Alors vous êtes orthophoniste, vous soignez ces troubles. De quelle manière? Est-ce que ça se soigne d'ailleurs? Bien sûr que ça se soigne, même si on ne guérit pas d'une dyslexie, d'une dysorthographie ou d'une dyspraxie, on n'en guérit pas, mais on peut compenser son trouble et pouvoir suivre de façon tout à fait ordinaire, mais peut-être adaptée, un enseignement et un cursus scolaire allant jusqu'à l'université. Alors de quelle manière vous travaillez pour essayer de soigner ces troubles? Alors, je crois que je vais pointer essentiellement la prévention. Plus tôt les troubles seront dépistés, repérés, dépistés et diagnostiqués, et meilleures seront les chances pour ces enfants de s'en sortir le mieux possible. Et quand je parle de dépistage, c'est à 3 ans, voire même à 18 mois. Vous parliez du milieu professionnel et scolaire. Est-ce que les personnes atteintes de troubles du langage ont des difficultés à s'intégrer dans ces milieux? Alors j'aurais envie de dire, tout va dépendre si effectivement le trouble a été repéré, diagnostiqué précocement. Prenons le meilleur des cas, si effectivement l'enfant est repéré très précocement, nous allons pouvoir l'accompagner en maternelle, nous allons faire de la formation, d'abord de l'information et de la formation des enseignants pour qu'ils aient conscience des difficultés de l'enfant, que sa dysphasie soit prise en compte, que sa dyspraxie soit prise en compte, que les apprentissages puissent se faire ordinairement. Et dans le cas où le repérage n'a pas été fait de manière précoce, est-ce que l'enfant peut se marginaliser? Absolument. Malheureusement, nous voyons encore trop souvent des enfants arriver à 9, 10, 15 ans, voire 18 ans, avec des grosses difficultés, des échecs scolaires, parfois une déscolarisation. Et en fait, quand nous les voyons et que nous faisons un bilan, nous voyons qu'une dyslexie ou une dysphasie n'a pas été repérée et que de ce fait, cet enfant n'a pu accéder aux différents apprentissages. Merci beaucoup Madame Denis Crichel. Dans un instant, nous allons rencontrer une maman dont la fille est atteinte de troubles du langage et des apprentissages. Aude Brouchet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez une fille de 14 ans, Lucie, qui est atteinte de troubles du langage. Quels sont-ils? Alors elle a des troubles de dysphasie qui ont été en partie compensés, dyslexie massive et puis un peu de dyspraxie aussi. On parlait de repérage. Quand est-ce que vous avez repéré ces troubles du langage? Alors le diagnostic en lui-même très tard. En revanche, on a été alerté dès qu'elle avait 3 ans par sa façon de pédaler sur un tricycle. Ensuite, elle a marché assez tard. Et puis, après, au niveau de la parole, c'est venu assez tard. Elle a été suivie par une orthophoniste, mais peu s'inquiéter en disant c'est sans doute un retard. Mais vous savez, il y en a qui parlent tard. Donc, au début, moi, je pense aussi que, personnellement, je n'avais pas forcément envie d'accepter qu'il y ait vraiment un problème. Elle avait une scolarité difficile, avec donc un redoublement en CP, c'est pas anodin, on le dit souvent. Dans sa classe, elle était au fond de sa classe, c'était la seule qui dessinait ou qui écrivait mais mal et qui était quand même stigmatisée par ses camarades. Alors justement, comment vous l'avez vécu, vous, en tant que parent, sans diagnostic?
c'est obsédant. On ne pense qu'à ça. Toutes les soirées de travail, tout le quotidien, on a envie de le tourner pour que ce soit éducatif pour l'enfant. Et ça devient assommant, je pense, pour l'enfant, pour les parents, pour l'entourage. Parce que l'entourage, c'est Lucie, Lucie, Lucie. Voilà. Donc c'est vrai que ça prend la tête, quoi. À quel âge ces troubles ont été diagnostiqués? Elle a eu le diagnostic posé à 10 ans. 10 ans, c'est très tard. Une fois qu'on connaît le trouble, on n'est plus du tout dans la même logique de c'est bien, tu as eu un très bien ou tu as eu un mal. On n'est plus là-dedans, on essaye de chercher autre chose, quoi. Quand vous voyez les pages, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est... C'est très fantaisiste, c'est lié, on voit bien que l'écriture dense, que rester sur les lignes c'est difficile parce qu'il y a un problème de dyspraxie et qu'il y a les yeux qui sautent. Donc quand vous avez les yeux qui sautent et qui n'arrivent pas à lire une ligne continue, eh ben, c'est difficile que la main suive la ligne des cahiers. En tant que parent, vous envisagez l'avenir sereinement désormais? On sait qu'il va falloir être présent. Moi, c'est quand même la raison de mon engagement dans les associations, c'est qu'on ne peut pas trouver tout seul et que c'est le réseau des amis, des gens qui connaissent, le lien personnel avec des thérapeutes, avec des professionnels et autres, qui fait qu'on trouve des solutions, on trouve un nouveau chemin. Et il faut inventer. Et ça, c'est très stimulant. Je crois que le plus important, c'est d'avoir un regard très aimant, positif et confiant, enfin plein d'espérance, je dirais presque, sur l'enfant, en disant bah, écoute, on ne sait pas pour le moment ce qu'on va faire, ce qu'on va trouver, mais on va trouver. Merci beaucoup, on a beaucoup parlé de votre fille, on va la rencontrer. Ta maman nous a parlé de tes projets d'avenir, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes envies? J'aimerais être fermière plus tard. C'est tout. Parle-nous un petit peu de tes loisirs, parce que alors tu veux devenir fermière, mais il me semble que tu fais du cheval aussi, tu fais de la poterie. Parle-nous un petit peu de tes loisirs. J'aime le contact avec les animaux. C'est pour ça que je me suis inscrite au cheval. Et voilà. Et à la poterie, je me sens à la poterie, je me sens un peu relaxée. J'enferme tous mes chagrins et tout ça dans mes poteries, forcément. Enfermé, c'est-à-dire pourquoi? Comment ça se passe avec tes camarades aujourd'hui? Ça se passe bien. Et ça s'est toujours bien passé ou parfois ça a été difficile pour toi? Quelquefois, c'est difficile, mais après, c'est bon.